Eh ben écoute Morgane, merci d'être avec nous du coup pour cet échange interview sur la chaîne de Freelancer. Bah ouais, merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir. Du coup, moi je t'ai découvert via LinkedIn, via un post qui a dû marcher, qui a dû faire du bruit. La retraite à 28 ans. Ouais, bon après c'est un peu plus tactique. Ouais, c'est le but. Non mais c'est comme ça que ça marche. Non mais en tout cas, très cool. Merci en tout cas d'être là. Et du coup, le but c'est qu'on puisse discuter, échanger un petit peu autour du freelancing. Ton parcours dans le freelancing et expliquer un petit peu justement voilà comment tu as réussi à mettre en place tout ça et à partir du coup en mini retraite comme tu dis à 28 ans. Du coup si tu le veux bien, je veux bien que tu nous repartages peut-être un peu le parcours dans son ensemble que t'as eu pour en arriver au freelancing. Alors tu vas pas forcément nous refaire étape par étape, mais en tout cas dans les grandes lignes, que les personnes qui regardent et qui nous écoutent puissent avoir une visu un peu de comment on en arrive à ce que tu fais aujourd'hui à 28 ans. Bah en fait je pars d'une école d'ingénieur assez classique. En fait j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école d'ingénieur. Mais dès le départ j'étais pas mal passionné par tout ce qui est data, machine learning, intelligence artificielle, etc. Yes. Et du coup, comme à peu près la plupart des personnes qui sortent d'une école d'ingénieur et qui travaillent dans la tech, je suis passé chez une ESN. Donc voilà, mais au bout d'un an, je me plaisais très bien dans ma boîte, j'étais chez Decathlon. Ouais. D'ailleurs, très bonne boîte. Accessoirement. Et je voulais aller un peu plus loin, comme j'étais passionné, je voulais passer du temps et à apprendre de nouvelles choses. Et je dis, bah tiens, en fait, la thèse, on peut être payé pendant 3 ans à apprendre des choses. C'était incroyable. Je me suis dit, tiens, je vais faire une thèse. Mais j'avais toujours envie de faire un peu des choses à côté. J'ai toujours fait 1000 trucs à côté. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais aller en thèse. Donc, j'ai fait une thèse chez General Electric sur le deep learning appliqué à la neuroscience. Ok. Et à côté de ça, j'ai dit, bah tiens, je peux créer une auto-entreprise à côté de ma thèse. Ouais, et du coup, je faisais des petites missions comme ça. Donc souvent c'était des missions de formation, donc quasiment direct après être sorti, j'ai fait de la formation parce que en gros je publiais pas mal de choses sur LinkedIn, je faisais pas mal de certifications et du coup il y a un prof du coup c'est de Polytech de mon ancienne école qui m'a dit ah bah tiens t'as l'air chaud sur le machine learning, nous on a envie de mettre du machine learning mais il n'y a pas tellement de personnes qui sont chauds pour animer ce cours, est-ce que tu vas animer ce cours? Moi j'étais un peu genre est-ce que tu peux animer ce cours? Moi je dis bah oui, sachant pas trop si je pouvais. C'est fail it and learn it, ou je sais comment dire. Du coup je dis un peu bon bah allez, let's go. Donc j'ai commencé à. Voilà, j'ai lu énormément de choses, j'ai fait le cours, je dis bon voilà. Et après en fait ce qui est assez ouf c'est qu'à partir du moment où tu fais un truc, tu peux à chaque fois capitaliser dessus. Du coup après. C'était le premier client que j'ai vraiment eu, en fait c'était Open Classroom. Ils cherchaient des mentors et ils me disent bah t'as déjà mentoré. Je dis bah j'ai déjà donné un cours en école d'ingénieur, du coup ils ont dit ah ouais bah c'est cool. C'est pareil. C'est pareil. Et du coup je dis bah ouais, j'ai jamais coaché, j'ai jamais mentoré, je dis bon bah je vais essayer. Et en fait après c'est un peu de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus de missions parce que les personnes disaient ah tiens t'as déjà fait ça, du coup tu sauras sûrement faire ce qu'on a envie de te faire faire quoi. Yes. Du coup après c'est comme ça que j'ai donné des formations professionnelles chez Orsys. La plupart des gens connaissent forcément de nom, je connais, un peu de nom. Orsys c'est une grosse boîte de formation surtout qui va du marketing à la RH etc. Et ils peuvent faire du CPF, du coup toutes les boîtes passent par Orsys, ils ont des gros catalogues énormes. Et ils m'ont dit ah ouais bah nous eux ils font de la formation haut de gamme qui font payer 1000-2000 euros la journée pour les clients. Et du coup il me dit bah ouais voilà on veut des profils très triés sur le volet. Je dis bah ouais mais j'ai déjà donné des cours en école d'ingénieur, j'ai donné des cours je suis mentor sur le etc. Ils m'ont dit ah bah ok nickel. Et du coup me voilà à la défense en train de former des personnes qui sont du coup 2 fois plus vieux que moi. Pourquoi deep learning, machine learning etc. Et en fait voilà du coup de fil en aiguille en fait à partir du moment où on commence après on a finalement on tire la ficelle et on a d'autres choses qui viennent avec quoi. C'est ça. Du coup après j'ai donné des cours à l'ICN, à l'EDEC. Et à cette époque-là t'étais donc en thèse? C'est ça, j'étais en thèse. Sur ton doctorat du coup? J'étais en thèse et du coup la plupart de mes missions en fait c'était de la formation. D'accord, ok. La formation et aussi de la création de contenu. Il y a des boîtes de formation qui me disaient ah tiens en fait on aime bien ce que tu fais, on aime bien ce que tu fais etc. Je faisais à la base je commençais tout juste à créer ma chaîne YouTube, donc j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des cours. Parce que je me suis dit tiens en fait j'ai créé énormément de cours
pour les donner à l'entreprise, autant les partager. Tu peux les partager. Donc j'ai créé une chaîne YouTube et du coup il y a des boîtes de formation qui me disaient ah tiens on aimerait bien, ou des boîtes clairement qui disent en interne on aimerait bien former nos personnes, est-ce que tu peux créer des formations sur mesure par rapport à leurs besoins. C'est ça. Et du coup je me suis fait je commence à créer du coup du contenu sur la data, le machine learning, etc. sur ces choses là. Et voilà du coup pendant toute ma thèse, et ce qui était assez fou en fait c'est que finalement quand je faisais 2 ou 3 jours de mission, je gagnais autant que mon mois de... Un salaire, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Du coup, c'est à cette époque-là où tu as eu le switch de te dire, en fait, en étant un dep freelance, je peux générer beaucoup plus de CA et de revenus pour moi, ou tu étais encore dans cette optique de te dire, c'est un à côté et ma voie, entre guillemets, derrière, ça reste de trouver un boulot, CDI. C'est pas vraiment CDI parce qu'en fait, en thèse, t'es pas en CDI. Ouais, c'est. Et après, en postdoc, t'es pas en CDI non plus. C'était plutôt. Moi, je me voyais faire de la recherche. D'accord. La recherche. Et du coup, je me dis, voilà, en fait, ce qui est cool, c'est que la recherche, c'est ultra intéressant, mais pas très bien payé. En fait, avec du freelance, en fait, t'as juste besoin de faire 2-3 missions par mois. Tu compenses. Et tu compenses, tu doubles ton salaire et c'est plutôt. Et là, ça commence à être intéressant. C'est ça commence à être intéressant quand tu dis, là, en thèse, en dernière année, j'étais prêt à 2000 € par mois. Okay. Et quand je faisais des formations, j'étais autour de entre 700 et 800 € par jour, quoi. Ouais. Donc, tu te dis, je fais 3 jours. Voilà. T'as fait un mois de salaire. J'ai fait un mois de salaire et donc c'était quand même plutôt intéressant. Et de toute façon, j'adore tout ce qui est enseigné, la pédagogie, la transmission, etc. Ça, ouais. Et à la fin du coup de ma thèse, j'ai enchaîné sur un post-doctorat dans un labo de neurosciences. Ok. Et en fait, la recherche, je me suis dit, voilà, en fait, enchaîner les post-doctorats pendant 10 ans pour que peut-être à 35 ans j'ai un poste, c'est pas vraiment la finalité que je voulais. Et je voulais un peu raccrocher avec cette idée de produit, d'avoir des utilisateurs, d'itérer sur un truc, alors qu'en recherche, la finalité c'est de publier un papier. Et voilà, c'est intéressant, mais c'est quand même assez limité. On ne sait même pas combien de personnes vont lire le papier. Enfin voilà. Puis l'application dans la vie de tous les jours, in fine, elle est à très très long terme, voire des fois jamais, quoi. C'est ça, ouais. Après, l'idée en fait, c'est qu'à chaque fois, chaque papier, ça fait une petite marche qui fait à un moment donné quand les personnes vont s'appuyer sur ça pour faire autre chose, qui font autre chose, et au bout d'un moment, on va avoir une évolution significative, etc. Ouais. Donc en fait c'est un peu la recherche, c'est ça, c'est les gens on les remarque quand ça fait souvent ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur leur domaine et ils ont en fait ils sont pas reconnus sur un papier mais sur leur carrière, l'ensemble de leur travail, ouais. C'est ça, souvent les prix Nobel c'est ça, il y a un papier qui a fait la bascule, mais en soi c'est 30 ans en fait, 30 ans de travail qui a permis d'arriver à cet endroit là. Yes. Ouais, je vois, ouais. Et donc le moment donné je dis je vais quitter le monde de la recherche. Et en fait, je me dis, en fait, je vais passer du coup en full freelance. Je vois que j'arrive à avoir des offres. Là, ça va être du coup des contrats un peu plus longs. Donc, c'est quand même une nouvelle découverte parce que même quand c'était des fois de l'animation de groupe, etc., c'était quand même toujours un peu dans l'enseignement. Okay. Là, ça va être plutôt sur mon expertise technique, quoi. Okay, ouais. Sachant qu'en plus, ça fait 3 ans que j'ai rien mis en prod. Et je travaille tout seul, donc là revenir dans un projet ça me faisait un peu. Et puis dans le monde de la techno les choses évoluent vite, quoi. Donc, ça évolue assez vite, surtout que la data science, data science il y a 3 ans et la data science maintenant c'est plus le même, mais bon après je me dis en vrai j'organise des confs etc. Je suis jamais parti très très loin du côté technique. Okay. Et à côté de ça je continue à coder pour moi, faire des trucs etc. Pas se rouiller. C'est ça, ouais. Puis parce que j'aime bien créer des petits projets, et donc en fait j'ai trouvé la mission assez rapidement chez ADO. Ouais. Et ADO qui est la maison mère du groupe Leroy Merlin. C'est ça, Leroy Merlin, Bricoman, Cabane. C'est un gros groupe ici dans la région de Lille. Ouais. C'est ça. Et du coup ma copine qui est infirmière. Okay. Ça fait longtemps qu'on voulait partir, etc. Et elle a eu sa autorisation pour prendre une dispo. Donc une dispo, ça veut dire qu'elle peut partir jusqu'à 6 mois okay. Pour faire du sans solde. Mais quand elle revient, elle a de nouveau son poste. Elle récupère son poste. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est l'occasion. Moi, je dis, du coup, là, je suis en freelance.
je travaille pendant. Là, ça s'est dit il y a 2 mois que j'étais sur ma mission. Okay. Je dis, je travaille là jusqu'à la fin de l'année. En fait, finalement, j'ai assez pour ne plus travailler pendant les 6 prochains mois. C'est ça. Ouais, et tu vas nous expliquer après le concept des mini-retraites que tu as fait. Et donc, du coup, donc, en fait, après ton doctorat, tu as travaillé un peu donc, à l'époque donc, chez ADO. Et tout de suite, à ce moment-là, il y avait cette optique de mini-retraite et de pouvoir charbonner, on va dire, pendant un certain temps pour derrière pouvoir prendre un temps pour vous, en l'occurrence, avec ta copine et voyager. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, on voyageait beaucoup et on s'est dit qu'on voulait le faire. Donc, quand elle avait fait cette demande, c'était plus ou moins déjà un projet, mais on attendait de savoir est-ce que l'hôpital a dit oui ou non, parce qu'en fait, ils sont des fois assez chiants sur ces trucs-là. Mais une fois qu'on avait dit oui, en fait, c'était une évidence. On s'est dit, on se dit, on va partir 4 mois et demi, on va essayer de partir. On savait pas encore trop à l'époque. On s'est dit, quitte à partir longtemps, autant partir loin. Parce que c'est des choses qu'on fera pas. Tu vas pas faire. Là, on a fait du coup Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Fidji. Ouais. Fidji, c'est à 24 heures de vol, tu vas pas pour une semaine, quoi. Ouais, c'est clair, vaut mieux pas. Yes, non mais franchement c'est hyper inspirant. On en discutait juste avant d'être dans cette logique d'utiliser le freelancing en fait comme un moyen d'arriver à ses fins. Et en l'occurrence toi c'était de pouvoir faire donc cette première mini retraite qui à mon avis est la première d'une longue série. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mais donc du coup c'est hyper intéressant. Et la question que je me posais aussi c'est du coup ta transition elle s'est fait un peu progressivement on va dire avec donc du coup ce côté doctorat où tu avais ce revenu récurrent via ton poste et à côté du coup des missions qui se sont développées suite à ça tu t'es dit je peux basculer en full time du coup t'as pas forcément eu cette bascule tu sais franche que certains peuvent avoir de se dire demain j'arrête mon CDI et après-demain je suis freelance. Comment tu pas conseillerais mais tu vois qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement est dans cette phase de transition alors qu'il fera peut-être pas une transition aussi smooth que la tienne mais tu vois qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui serait dans cette démarche là aujourd'hui de se dire j'ai envie de switcher et de basculer et comment je peux y prendre et qu'est-ce qui peut me rassurer là-dedans quoi. Déjà, moi ce que je conseille quand les gens me posent ce genre de questions, c'est de prospecter même quand on est encore en poste en fait. Comme ça on voit un petit peu les missions, quelles missions pourraient être proposées à notre profil, est-ce que notre profil plaît et est-ce que en fait la nouvelle mission en fait elle me plaît autant ou est-ce que en fait finalement on peut se poser des questions des fois est-ce qu'en freelance on va pas donner les missions qu'on aime moins bien et qu'on va garder les missions les plus intéressantes en interne. Des fois il y a des boîtes qui font ça, est-ce que c'est vrai, enfin il y a plein de choses qu'on ne connaît pas donc le fait de prospecter et de faire des entretiens en fait même si on n'a pas vraiment envie de prendre un poste tout de suite ça peut nous rassurer en mode mon profil il plaît donc en fait si j'ai envie de trouver une mission je peux trouver une mission et aussi le truc c'est que si demain le freelance ça me plaît pas que j'ai envie de revenir en CDI c'est possible aussi en fait c'est pas comme si on passait un pont et c'est un non-retour quoi. Il y a des non-retours par exemple quand j'ai quitté la recherche c'était un non-retour je savais que une fois qu'on quitte la recherche c'est très compliqué d'y revenir parce que c'est des choses qui sont très cadrées mais par contre si on quitte un CDI en soi on peut revenir en CDI quand on veut quoi c'est pas on brûle pas les bateaux quoi. Alors, carrément mais c'était pour rebondir en gros sur le fait que c'est vrai qu'aujourd'hui le marché dans l'IT est tel qu'au final l'employabilité est forte quoi. Je veux dire même si demain tu te lances en freelance et que tu pour une raison qui me paraît assez peu probable ça venait à ne pas fonctionner comme tu le voulais je veux dire tu te remets sur le marché du salariat et tu trouves facilement une opportunité pour réintégrer une ESN ou réintégrer un client enfin je veux dire l'employabilité est très forte quoi. Après il y a quand même trouver une première mission ça reste toujours quand même un peu un truc compliqué je pense même si l'employabilité est forte trouver une première mission en tout cas c'est toujours un peu complexe parce que les personnes elles sont un peu plus frileuses après qu'on ait une ou deux expériences la plus importante je trouve c'est la première expérience dès qu'on a une expérience ou qu'on a 2 ans c'est assez facile parce que moi il y a pas mal de gens qui ont 2 ans d'expérience et qui me disent mais pour me lancer en freelance j'attends d'avoir plus d'expérience pour moi c'est un peu
enfin, ils se lanceront jamais, quoi. Ouais, clairement. C'est un peu de la procrastination déguisée. C'est un peu genre, j'attends ça pour me lancer, en fait, ça finit par jamais se faire. Ça finit par jamais se faire. C'est comme les gens qui disent, ah bah, quand je serai grand, je ferai ça. Alors en fait, ils ont 30 ans, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et c'est vrai que sur la recherche de mission, moi ce que je dis toujours aussi, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ce que je dis, c'est qu'en fait, on peut pas trouver les bonnes opportunités si on toque pas aux bonnes portes. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand tu sors, alors que ce soit d'une carrière en interne chez un client ou d'une période en ESN, en fait, t'as pas les codes, tu sais pas forcément comment ça marche, quels sont les intermédiaires, les plateformes, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent sur la place. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu cherches une mission longue en tant que dev, data, ou je ne sais quel autre métier, c'est vrai que quand tu vas aller voir les plateformes, tu vas tomber par exemple sur des plateformes comme Malte, qui est, soit dit en passant, une excellente plateforme. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai que c'est, je pense, la numéro 1 en France sur les missions. Maintenant, c'est vrai que si tu cherches une mission longue chez un gros client, c'est pas forcément sur cette plateforme-là que tu vas trouver les opportunités. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent bah oui, j'ai mis mon profil sur Malte. Et en fait sur Malte, t'attends que ça se passe parce que tu crées ton profil, mais après il faut attendre que les autres viennent à toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des outils, des plateformes, des intermédiaires qui permettent justement d'être plus actifs, d'être plus moteurs, d'avoir les appels d'offres, de répondre aux appels d'offres, de pouvoir contacter les gros clients, les grands comptes, etc. Où il y a aujourd'hui beaucoup de métiers. Et c'est vrai que dans la recherche de mission, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'il y a quand même des portes auxquelles toquer qui facilitent aussi les choses. Mais je suis d'accord sur le fait que la première mission, elle est clé, quoi. C'est ce qui lance le sujet, quoi. Ouais. Après, au niveau de... Excusez-moi. C'est pas grave. Après, je trouve que une des meilleures manières de commencer, c'est de passer en fait par des ESN, la porteur d'affaires, qui vont en fait mâcher le boulot, qui vont se vendre, etc. Parce que la plupart des gens ont un peu peur en se disant bah j'arriverai jamais à me vendre, j'arriverai jamais à négocier. En fait, finalement, ça ne peut ne pas être à vous de faire ça en fait. Ouais, clairement. Ouais. Une fois qu'on est en freelance, finalement, on peut se faire aider de plein de manières différentes. On n'est plus en CDI ou là on est en freelance, du coup on a finalement un TJM qu'on peut distribuer on a un apporteur d'affaires, il va nous aider, du coup il va prendre une partie du TGM, etc. Et c'est très bien si vous n'avez pas envie de gérer la partie commerciale. Bien sûr. Par contre, ce qui est ultra important, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est des personnes qui me disent qui voient le TGM qui voient les missions dans la data un peu comme dans le dev, alors qu'en fait c'est assez différent de la manière de travailler. Okay. Je m'explique. C'est qu'en dev, on peut aller voir des boîtes et les boîtes disent bah voilà, je veux une application, et eux ils vont chiffrer combien de jours ça va donner, ça va prendre, etc. Et ils vont faire le projet. En data, rarement une boîte va te dire bah voilà, j'ai envie d'avoir un modèle de machine learning, fais-moi un prix. Non, on va faire de la prestation, on va aller dans l'équipe, on va rejoindre une équipe, et on va travailler sur leur projet. Ouais. Et ça, c'est fait une grande différence parce qu'il y a pas mal de forfaitiser. C'est ça, il y a peu de forfaits en fait en data. Il y a peu de, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé sur Malte, mais après, il faut que tu aies un certain nombre d'expériences, et souvent c'est des startups ou qui n'ont pas de pôle data, des choses comme ça, qui vont se dire bah voilà, j'ai un petit projet et en data sur des choses, et je vais aller contacter une personne. Mais dès qu'on passe sur rien que des PME, on va rejoindre des équipes ou on va rejoindre une boîte de conseil qui va vendre qui va vendre un forfait à ces entreprises-là. Ouais, c'est eux qui vont supporter l'organisation de... C'est ça, donc faut pas avoir peur de se dire voilà comment je vais chiffrer un projet, on va pas vous demander de chiffrer un projet. Ouais, non, clairement. Donc voilà, et même s'ils se disent comment je vais me vendre, bah en fait finalement il y a des apporteurs d'affaires, des ESN qui peuvent vendre. En fait, finalement, vous pouvez faire exactement la même chose que si vous étiez en ESN ou chez un client. En fait, votre boulot ne va pas changer, vos horaires ne vont pas changer. Il y a juste, vous avez plus d'argent entre les mains et à vous de voir comment vous voulez l'agencer pour vous un peu créer un petit peu le lifestyle que vous voulez. C'est ça, ouais, non, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir là-dessus, il y a encore cette semaine, j'ai vu sur des plateformes et des
des sites un peu spécialisés sur les appels d'offres, etc. Tu vois, j'ai vu une mission côté technique sur du support applicatif avec un TJM à genre 250, tu vois. Et donc ça, typiquement, c'est des missions pour des profils très juniors, quoi. Et au final, il n'y a pas que... moi, je dis toujours, entre guillemets, quasiment tout ce qu'une ESN peut apporter à un consultant, un freelance peut le faire lui-même via les bonnes plateformes, les bons intermédiaires, etc., quoi. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut y trouver son intérêt. Avec un petit TJM, il faut réussir à structurer son activité en conséquence. Mais je veux dire, aujourd'hui, même des missions avec des petits TJM, on en trouve même pour des profils plus juniors, quoi. Donc si en plus il y a le mindset et il y a le bon le bon mood pour se lancer là-dedans, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ouais, bah pour moi en fait le freelance ça veut pas forcément dire senior. Ouais, en gros parce que pour moi c'est plutôt un état d'esprit, parce que quand on est junior, quand on sort de l'école, on peut aller en ESN et on va être vendu à un client. En fait c'est le client final, que vous sortez de l'école, que vous passiez par une ESN ou que vous soyez freelance, c'est la même chose. Ça ne change rien. On est d'accord. Que vous partez à n'importe d'affaires, que vous soyez freelance ou salarié chez l'ESN, en fait lui il le voit même pas en fait, à la limite. Limite côté client, moi je préférerais même quasiment avoir un freelance, dans le sens où je me dis que c'est quelqu'un qui est dans une démarche de je génère mon propre revenu et je dépends de moi-même. Donc en termes d'investissement dans un projet, je me dis, tu vois, quelqu'un qui est en ESN, entre guillemets, tu vois, qui bosse ou qui bosse pas, il a son salaire à la fin du mois. Un freelance, il est quand même dans une logique aussi de se dire, je gère mon propre business et j'ai besoin d'être bon en mission, parce que si je suis bon en mission, ma mission elle va durer longtemps, je vais peut-être pouvoir augmenter mon TJM, et donc je pense que c'est quelqu'un qui sera dans une recherche de plus de productivité, plus de valeur ajoutée, etc. Tu vois, enfin, en tout cas, je pense pour un freelance. Ouais, effectivement. Après, je pense que t'as un peu ce mindset là parce que. Je suis pas du tout objectif. T'es biaisé, mais effectivement, ouais, la plupart du temps, moi pareil, je me dis, j'aurais plus confiance en quelqu'un qui est freelance et qui a changé plusieurs fois de mission dans sa carrière, que quelqu'un où ça faisait 10 ans qu'il faisait le même poste dans la même entreprise. Parce qu'en fait, on se rend compte quand on bouge d'entreprise que, en fonction de l'entreprise, etc., les gens n'ont pas les mêmes habitudes, n'utilisent pas les mêmes technos. Tout à fait. Ouais. Et que en fait, ça fait peut-être 10 ans qu'on est par exemple data scientist, data analyst, etc. Et en fait, on peut ne pas être vraiment, on peut se cantonner à seulement une partie du spectre de notre taf, parce que on travaillait comme ça dans l'entreprise. Dans une zone de confort. C'est ça. Tu les mets dans une autre entreprise, ils sont perdus, quoi. Ouais, clairement. Non, mais je suis totalement d'accord sur ces intérêts-là. Au niveau du freelancing. Tu parlais de lifestyle juste avant, et il y a deux notions dont tu parles dans tes contenus, sur tes réseaux, etc., que je trouve hyper intéressantes. C'est la notion de mini-retraite, on en a parlé juste avant, et c'est aussi la notion de slow freelancing, que je trouve assez intéressante. On n'en entend pas forcément beaucoup parler, et c'est vrai que j'ai vu un de tes derniers posts où tu t'expliquer un peu cette quête sans fin de toujours plus, etc., de vouloir faire toujours plus de chiffre d'affaires, des TJM toujours plus gros, etc. Et je trouve que le slow freelancing, justement, ça dénote un peu, avec du coup une philosophie qui est pour le coup assez différente. Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs un peu ce que c'est le slow freelancing et comment est-ce que ça se matérialise dans ton activité à toi? Du coup là j'avais fait une partie slow freelancing en début, pour partir, etc. Là je vais pas forcément faire ça dans le mois prochain, etc. Ouais. Je pense que le concept de mini retraite ça veut pas dire forcément tous les ans partir 4 mois et demi, ça dépend des projets, etc. Là j'avais un projet de partir, et ce que ça permet le slow freelancing, c'est de s'organiser par rapport à des projets de vie, en fait. Ça veut pas dire que toute notre vie on a envie de travailler 6 mois dans l'année, mais ça veut dire que là, quand on a envie de faire quelque chose, par exemple partir 4 mois et demi, on peut le faire. Et ça veut dire de pas forcément travailler tous les jours de l'année et se dire que on est dans une démarche CDI à partir que 5 semaines dans l'année et de s'autoriser que 5 semaines de congé, mais de se dire en fait on peut organiser le temps comme on veut. Ouais. J'avais notamment interviewé une personne qui lui disait il adore la musique, etc. Et il avait négocié avec son employeur, il était en freelance 4 jours par semaine, et il y avait un jour par semaine où il faisait de la musique. Et au bout, du coup, il suivait des trucs de jazz, etc. Okay. Et au bout d'un an, il s'est dit, là, ma mission, je vais l'arrêter. Pendant 5 mois, il y a un projet musical que j'avais envie de faire depuis longtemps.
et ben il va faire 5 mois, il va faire juste de la musique et en fait finalement il n'aura pas besoin de dépendre d'autre chose parce qu'en fait il aura tellement capitalisé avant qu'il pourra se permettre de travailler pendant 5 mois à fond sur son projet musical et après il reprendra une mission quoi. Yes. Donc ça veut pas dire forcément toujours partir en vacances vers le truc, ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie où j'aimerais passer plus de temps et voilà, est-ce que je peux pas dédier du temps pour ça, et le freelancing ça permet un peu de modeler un peu sa vie autour de projets qui peuvent être mouvants, c'est pas forcément toujours la même chose, mais en tout cas c'est un truc intéressant à avoir à côté quoi. Ouais, ça t'offre le luxe entre guillemets, si on peut parler de luxe, mais ça t'offre le confort en tout cas de pouvoir à certains moments choisir le temps que tu as envie de consacrer à potentiellement d'autres choses. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est des termes que j'emploie régulièrement, mais c'est l'idée de se dire aussi en fait le freelancing n'est pas une fin en soi, mais du coup ça devient un moyen de te permettre justement de mener à bien ces projets. Alors chacun va avoir des envies différentes, il y en a ça va être le voyage, il y en a ça va être des activités comme tu disais, de la musique, des activités on va dire extra professionnelles, il y en a ça va être juste du temps en famille, de voir ses enfants grandir, de prendre soin de ses parents, enfin voilà, il y a plein de drivers différents, mais en tout cas ouais, je suis assez en phase dans cette vision. En tout cas chez Freelancer c'est aussi ce qu'on essaye de véhiculer auprès des personnes qu'on accompagne. Là tu vois on a un freelance qu'on accompagne, alors en plus lui il a eu le luxe de pouvoir le faire en full remote pour une période de 6 mois, mais ils sont partis s'expatrier pendant 6 mois à l'étranger, au chaud, quand ici à Lille il fait fort froid mais c'est vrai que je me dis c'est génial tu vois de pouvoir partir. Alors avec une mission en télétravail, si c'est ce que tu veux et que ça te va, c'est encore mieux, mais c'est vrai que moi, et j'invite tout le monde à aller voir la vidéo que tu as fait sur ta chaîne, on mettra les liens, mais c'est vrai que le voyage que vous avez pu faire avec ta compagne en Océanie, il est juste génial, et je pense que c'est des souvenirs que tu t'offres en plus jeune, et c'est vrai que ta vidéo tu la commences comme ça et ça m'a fait sourire de cette retraite à 65 ans où en effet t'as les moyens, mais encore faut-il encore avoir la santé. Bon, t'as taclé le golf, j'ai pas apprécié étant golfeur, mais t'as dit qu'à 65 ans on commençait le golf. Non mais c'est vrai que c'est ça la logique aujourd'hui, de se dire, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette réflexion. Alors on parle beaucoup du Covid, je sais pas si c'est le Covid vraiment, ou en tout cas je pense qu'il y a un côté générationnel aussi, où on est dans cette optique de se dire la logique de vie de travailler 40 ans pour une potentielle retraite, si t'as pas chopé un cancer entre temps, on va plomber l'ambiance, mais c'est un peu ça malheureusement la réalité aussi. Y a beaucoup de gens que ça inspire plus quoi. Donc voilà, et puis si c'est encore 65 etc quoi. Donc je pense que ouais, cette logique aujourd'hui de se dire non, moi je drive ma vie autrement, je me fais des périodes de charbon pendant X mois, X années, et puis après je m'offre du luxe de retraite. Moi j'aime bien dire que la retraite c'est l'idée un peu d'avoir le choix en fait, de travailler ou pas, moins travailler, ou de refuser des projets aussi, tu vois, de se dire non, ce projet là j'ai pas envie d'y aller, ça m'intéresse pas grave si j'ai pas de mission pendant un mois ou deux, au moins j'irai faire un truc que j'aime quoi. Ouais, non mais je suis totalement d'accord en fait. Moi le pire, après c'est pas le pire, mais le pire qui pourrait arriver dans ma vie, je disais toujours, c'est de travailler sur un truc que j'aime pas. Parce qu'en fait je suis tellement passionné de ce que je fais, alors de faire un truc que j'aime pas, c'est pour ça qu'il y a des moments où par exemple j'avais des missions avec un plus gros TGM ou d'autres choses et je me dis en fait ça m'intéresse pas, et c'est aussi pour ça que j'ai fait de la recherche, parce qu'en soi déjà j'ai pas un train de vie assez incroyable. Même par exemple quand j'étais en recherche quoi, en fait, tout ce que j'ai gagné, la plupart de ce que je gagnais avec je pouvais vivre avec mon truc de recherche, mais la plupart de ce que je gagnais je l'investissais de toute façon, donc j'en avais pas vraiment besoin, mais c'était juste parce que j'aimais faire ces missions à côté, j'aimais faire ces trucs là quoi. Et je pense pas que c'est le Covid qui fait ça, parce qu'en fait le concept de mini retraite ça vient du livre La semaine de 4 heures en fait. Et lui, il voyait ça, c'est lui en fait qui a un peu théorisé. Tim Ferriss, pour le citer. Tim Ferriss qui a un peu théorisé ça. Après, il y a peut-être d'autres personnes avant lui, en tout cas, c'est chez lui que j'ai connu. J'étais au Costa Rica en train de lire ce livre-là, j'étais en mode, c'est fou quoi. Et c'est vrai que c'est très. Le bouquin est très utopique quand même. Moi je l'ai lu aussi, c'est vrai que c'est un des premiers livres que j'ai lu un peu dans cet environnement, dans cet esprit un peu business, machin, etc. Et c'est vrai que quand tu lis le livre, tu te dis que c'est quand même vachement utopique, mais c'est vrai que l'idée
d'en tirer quand même plus une philosophie, tu vois, que de se dire, bah moi aussi, je ne veux travailler que 4 heures par semaine. Je pense que la philosophie est intéressante. Là, le 4 heures par semaine, il dit pas qu'il faut travailler 4 heures par semaine. Il travaille bien plus de 4 heures par semaine. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, en 4 heures par semaine, tu peux faire tourner un business. En fait, c'est ça un peu l'idée qu'il défend. C'est qu'en fait, il ne faut pas beaucoup plus que 4 heures par semaine pour faire tourner un business. Et l'idée, lui, c'est de se dire, bah voilà, je crée un business, je l'automatise à fond, je travaille 4 heures par semaine. Et le reste, j'automatise pour que ça tourne sans moi. Bien sûr. Et moi, je trouve que c'est quand même assez compliqué. La plupart des gens créent une entreprise. Souvent, on travaille énormément et il y a peu de chances qu'on arrive à ça sur tous les modèles d'entreprise. C'est clair. Et on se retrouve des fois 10 ans après à être enfermé dans sa propre entreprise et on s'est créé en fait notre propre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y a ça. Après, il y a aussi la génération FIRE. Qui veulent être en retraite bien plus tôt, et eux c'est plutôt on va mettre à fond de côté. Ouais, c'est frugaliste. C'est ça, voilà. On fait l'immobilier, on fait de la crypto, de l'investissement en bourse, et après on dépense que 3,5% de notre capital, et du coup on peut vivre toute notre vie. Il y a ça, et ces deux trucs là en fait, le côté créer une entreprise, voilà, déjà j'ai pas de compétences en création d'entreprise, même si ça s'apprend, mais je voyais pas du tout sur quoi je pouvais créer une entreprise. Si Tim Ferriss lui vendait des compléments alimentaires, voilà, je me voyais pas vendre des compléments alimentaires. La génération FIRE, bah voilà, j'avais pas vraiment de capital de départ, donc ça me paraissait un peu impossible. Ouais, puis c'est un lifestyle qu'il faut assumer aussi derrière, quoi. Bah c'est ça, alors que là je me dis, bah le freelance en fait, je fais la même chose que je fais déjà, quoi. C'est juste, je change juste un statut. Donc, en fait, il y a pas grand chose qui change. Et accessoirement, le montant, le montant qui tombe à la fin de l'année, en termes de switch, c'est pas incroyable, on change pas de métier. C'est pas si compliqué. C'est ça. Puis il faut juste envoyer une facture par mois. Enfin, quand t'es en tout cas en auto-entreprise, on peut avoir plein de formes d'entreprise, mais en tout cas en auto-entreprise, ça demande rien de s'inscrire. Si finalement ça marche pas, ça ne demande rien de se radier. Oui, il n'y a pas de coût initial particulier. Il n'y a pas de coût initial. On est imposé que si on gagne de l'argent. Donc voilà. Et on a juste à déclarer nos revenus, enfin notre chiffre d'affaires. C'est ça, au mois ou au trimestre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Au trimestre. Et envoyer une facture tous les mois, quoi. Donc en fait, le demande d'investissement pour les gens qui sont à des fabriques administratifs, il est quand même pas. Ça reste léger. Ça reste léger. Et en plus, si on veut pas s'embêter pour ça, il y a des boîtes qui permettent de le faire et qui sont pas très chères. Je pense que c'est Number ou quelque chose comme ça, non? Ouais, il y a plein de cabinets, de boîtes. Alors, de toute façon, sur une micro, il n'y a pas besoin. De toute façon, il y a même pas. Enfin, ouais, je sais même pas s'il y a des boîtes qui accompagnent sur des micros. Il y a des boîtes où c'est un peu, c'est genre, je sais plus, c'est 20-30 balles. Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Sur une micro, il n'y a rien à faire, quoi. Mais même après, sur des structures plus complexes, c'est vrai que nous, c'est aussi ce qu'on a mis en place chez Freelancer, de pouvoir accompagner sur l'ensemble des scopes. Et puis, il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui proposent ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être bien accompagné et réduire vraiment au maximum on va dire le travail et la charge supplémentaire à la mission qui est le cœur même de l'activité qu'on développe, quoi. Non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup là, c'est quoi un peu tes projets à venir là? Donc tu rentres dans une phase de charbon, on va dire, et de mission, etc. Et c'est quoi un peu les prochains goals, je vais dire, que tu as là à atteindre dans les prochains mois ou prochaines années? En gros, là, comme je disais avant, moi là, j'ai toujours envie d'avoir le choix de pouvoir travailler ou non, etc. Et le choix de me dire, tiens, ça m'intéresse. Même si ça me rapporte pas d'argent, j'ai envie de pouvoir travailler dessus. Notamment par exemple YouTube, ça me rapporte pas d'argent, mais je kiffe faire des vidéos YouTube. Et là du coup je suis plus en auto-entreprise, je suis dans une structure un peu plus complexe, mais l'idée ça va être de continuer des missions qui m'intéressent, de pouvoir avoir le choix du coup d'investir une partie de l'argent pour avoir des revenus récurrents, pour me dire là en fait si j'ai pas envie de travailler, en fait je travaille pas, en tout cas je travaille pas pour un client. Je m'arrête jamais vraiment de travailler, mais voilà, ça serait plus. Tu peux faire des breaks si tu peux faire des breaks ou faire des trucs. Par exemple, là en ce moment, je code une IA qui joue à Tetris. Là, ça me rapportera pas grand chose. Voilà, ça me rapportera 0€, mais ça me fait kiffer, quoi. Et si j'ai envie de faire ça, je me dis, j'ai le revenu récurrent qui me dit, ce mois-ci, j'ai pas besoin de travailler. Mais en tout cas, voilà, avant d'arriver là, j'ai pas mal il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire, de travailler.
de pas mal de compétences que j'ai envie de développer et de parties que j'ai envie de développer à côté du freelancing. Parce qu'en fait, le freelancing, en fait, c'est la porte à l'entrepreneuriat, en fait. Et ça, j'en ai déjà parlé avec pas mal de gens. Si dans votre vie, vous avez envie d'entreprendre, en fait, le freelancing, c'est juste un salariat où en fait on est notre propre patron, mais si demain on a envie d'avoir d'autres activités annexes, et ben en fait du coup c'est bien plus facile parce qu'on a déjà la structure, on a déjà tout. Donc en fait c'est bien plus facile d'essayer de faire des choses. Donc notamment là un truc que j'ai envie de faire aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, c'est j'ai créé du coup, comme je fais pas mal de formations etc, c'est vrai de créer de nouvelles formations du coup en ligne, faire de l'accompagnement avec ma propre vision, parce que souvent quand on crée des formations pour les autres, on crée, il y a des fois on crée le programme, mais en tout cas on est toujours limité, il y a toujours des contraintes. Là j'ai envie de dire, voilà, j'ai envie d'avoir un peu les formations que j'aurais aimé avoir si je débute, quoi. Des trucs un peu comme ça. Donc genre, voilà, j'essaye. En vrai, ce qui est ultra bien, c'est que je me dis, en fait finalement ça marche, c'est très bien, ça marche pas en fait. Tu peux bêta-tester facilement. Je bêta-teste et puis ça marche pas, tant pis, en fait ça change rien pour moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre, ni pour j'ai pas besoin de travailler pour ça, enfin, mais en tout cas c'est des choses qui m'attirent, donc, du coup de faire sur ça. Après il y a pas mal de choses, moi j'aime bien le côté la finance. Au début j'hésitais entre, quand je faisais des études, parce que j'aime beaucoup les maths, et en finance il y a pas mal de maths, du coup c'est cool. Et j'hésitais entre faire de l'IA ou faire des maths financières. D'accord, ok. Finalement, je me dis, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut en faire partout, même en finance. Même en finance, alors que les maths financières, jamais je pourrais les faire. C'est clair, c'est plus limité. Donc voilà, il y a pas mal de trucs d'investissement que je teste, et du coup, je m'amuse. On en parlait tout à l'heure, après... Quand tu avances dans ton activité, tu disais t'es passé en société, etc. Après, il y a aussi la possibilité d'avancer vers des montages de structures un peu plus complexes, etc. Notamment via un levier qui est celui de ce qu'on appelle la holding. Et c'est vrai que c'est assez intéressant d'être dans cette logique après, où en fait, au final, assez rapidement, parce que ça fait pas non plus 10 ans que t'es freelance, mais en fait, au final, très rapidement, de par les flux que t'es amené à générer, tu rentres dans cette logique de se dire, ok, maintenant cette trésorerie que je génère et ces flux que je génère, même si je me rémunère confortablement, etc., il en reste. Et du coup, tu rentres aussi dans cette logique de vouloir faire travailler cet argent, d'investir. Et donc là, après, les possibilités, elles sont assez larges aussi. On discutait d'immobilier, de bourse, de crypto. Enfin, il y a plein de possibilités. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et je pense que c'est pas mal corrélé aussi à cette notion et cette idée un peu de philosophie de mini-retraite, de créer du revenu demain, entre guillemets, alors passif, j'aime pas le mot parce que rien n'est vraiment passif, il y a toujours à un moment donné du travail quelque part, mais en tout cas cette notion de revenu qui va être décorrélée du temps et où tu vas avoir des dividendes, des rentes, des loyers qui vont du coup tomber, pas du ciel, mais tomber sur le compte bancaire où du coup tu mets en place des vrais leviers grâce à ça, quoi. Ouais, et puis en plus ça permet, ce qui est cool, c'est que ça permet de créer des projets qui sont pas forcément rentables mais qui font kiffer. Par exemple YouTube, de se faire accompagner par des pros qui, même si je vais pas être youtubeur pro, quoi, mais en soi d'accompagner par des pros pour l'angle, la miniature, le montage, etc. Et de faire des trucs où je dis, ah putain ça pète, j'aurais jamais pu le faire tout seul, quoi. Du coup de te faire accompagner, quand tu fais un projet, d'être pas là juste en essayant de bootstrapper tout seul dans ton coin et de faire des trucs, mais directement d'essayer d'avoir une ampleur un peu plus grande et de faire des trucs, pas un peu mieux, mais un peu plus, en tout cas, un peu plus léché, des choses comme ça. Du coup, c'est cool. Je trouve là, du coup, cette année, ça va être vraiment ça, de faire accompagner énormément pour YouTube, parce que c'est cool YouTube, mais en vrai, ça coûte cher quand on commence à se faire accompagner. On voit le setup là, et c'est vrai que c'est du boulot. C'est ça. On le fait aussi, c'est cher. Ou ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Et même quand on s'est accompagné, ça prend énormément de temps. Après, les retours, tout à l'heure, j'ai eu un retour, j'ai eu un coup de fil avec une personne et qui me dit, écoute, je regarde tes vidéos, ça m'a vachement ouvert les chakras sur ce que je peux faire, les possibilités, etc. Et franchement, c'est les meilleurs retours que tu peux avoir dans l'investissement que tu mets, parce que comme tu dis, il y a rien de financier là-dedans, en fait, le contenu qu'on propose. Enfin, je veux dire, si t'en attends vraiment un retour sur investissement financier, tu le fais pas, ou alors tu le fais comme les très très gros influenceurs, et du coup tu proposes des contenus hyper mainstream qui vont plaire à tout le monde.
quand tu es dans des domaines de niche comme toi, la data, ou nous, on va dire le freelancing IT, tech, digital, etc., en fait, tu le fais parce que le message que tu veux passer, il est plus important que on va dire, l'investissement que tu dois fournir pour le faire, quoi. Oui, quand je fais une formation sur le clustering, je me dis bon, ça va pas être. Ouais, t'as des vidéos qui ont quand même bien fonctionné. Oui, non, mais ça fonctionne bien et du coup c'est cool. Enfin, ouais, carrément, quand on crée une vidéo, de toute façon, on s'en fout jamais à quel point elle performe. Si elle performe bien, on est toujours content. On est heureux, c'est clair. Non, c'est clair. Mais voilà, je dis, quand tu fais une formation sur clustering, tu t'attends pas à quel. À taper le million de vues, quoi. À taper le million de vues, quoi. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est que les gens disent ah, trop bien et tout. Par exemple, il y a pas mal de gens qui ont des cours, qui doivent réviser ou des trucs comme ça. Ils se disent ah, tiens, bah voilà, il y a ça, je vais le regarder et tout. Carrément. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et le fait de créer ces contenus-là, puis ça permet une certaine structure du domaine. Genre, tu vois, le plus dur à avoir, je trouve, dans un domaine, n'importe quel domaine, pour bien comprendre le domaine, c'est d'avoir un peu cette big picture, d'avoir ce grand angle sur le truc en disant voilà, ça, c'est différentes notions et s'imbriquent comme ça. Ouais. Et même si on ne sait pas un peu comment profondément ça marche, d'avoir cette big picture, c'est ultra important. Et souvent, quand on commence, c'est un peu ça qui nous manque. Et du coup, on apprend plein de choses on se trouve que c'est un peu décorrélé, et c'est à force de l'expérience qu'on arrive à avoir ce truc-là. Mais c'est vrai que la notion de savoir expliquer quelque chose à quelqu'un, ça demande une grosse maîtrise quand même personnelle du sujet. C'est vrai que moi, à l'époque, je faisais des entretiens de recrutement et tout, il y avait toujours cette question de si tu devais expliquer la data science à ta petite nièce de 7 ans, comment tu y ferais, tu vois. Et c'est vrai que cette capacité à retranscrire quelque chose de complexe de manière simple, ça induit forcément une grande maîtrise du sujet, et le domaine de la formation t'oblige à avoir comme tu dis, cette big picture et ce recul de pouvoir expliquer et transmettre ton savoir à quelqu'un d'autre. Et c'est hyper enrichissant personnellement de retransmettre ça, quoi. Ouais, mais surtout, moi ce que j'aime bien, c'est changer de public. Ouais. Par exemple, donner des cours à des gens en école d'ingé, donc là ils vont énormément coder, on va recoder les algorithmes from scratch, etc. Donner des cours après dans des écoles plus de commerce comme l'IAE ou l'EDEC, où là les personnes vont être plus en utilisateur des technologies ou en manager ou en PO, voilà, de ce type de profil. Donc bien comprendre en fait l'intérêt, les limites et les apports que ça peut avoir, parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de fantasmes sur l'intelligence artificielle, ce qui fait en sorte que je suis sûr qu'il y a plein de projets, là il y a des millions qui sont mis sur des projets IA qui vont donner zéro. Mais bon, voilà, alors que s'ils avaient eu un minimum de formation sur ces technologies-là, ils mettraient peut-être pas autant dans certains sujets en tout cas. Plus de bon sens. Mais voilà, du coup, de donner, par exemple, je donne des formations, je donne des conférences par exemple dans des universités en Chine, ou même je donne des cours au Sénégal et au Cameroun, du coup dans des écoles où ils ont dit voilà, on n'arrive pas à trouver de profs, mais en fait c'est un peu partout, tout le monde, c'est un peu compliqué de trouver des profs en machine learning et en data science. Surtout eux où le TJ était très très faible. Mais du coup je me suis dit tiens, en fait je vais les aider, tu vois, je vais y aller même si c'est bon. Ça t'avais envie, enfin ça te fait plaisir de le faire. C'est ça, c'était plus 20 € de l'heure brute, quoi. C'était pas terrible, mais. C'est l'éducation nationale. Non mais bon, c'était en plus brut enfin c'est pas brut en contrat, quoi. Donc, toi derrière t'as tes charges et tout. C'est ça, et bref. En gros les cours je les avais déjà parce que j'ai donné plein de choses. Et je me dis tiens, voilà, je vais le faire. Voilà, j'ai envie de le transmettre. Et du coup c'est ça qui est cool, c'est que peut-être que si j'étais pas autosuffisant à côté, je me serais dit ah ouais non c'est pas bien payé, machin, etc. Là je me dis en fait j'ai pas besoin de ça pour vivre. En vrai si ça me fait kiffer, je le fais et puis voilà, quoi. Nice, top. Écoute, je pense qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, c'était très très cool de t'avoir sur ce podcast et sur la chaîne YouTube. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, merci pour les partages. J'espère que ça inspirera les auditeurs. Et s'il y a des questions, on transmettra. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, Morgane, je te remercie beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère, en tout cas. Et puis, prends soin de toi. Merci de m'avoir invité, d'avoir discuté sur un plaisir de discuter du coup de la data et puis du freelancing. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.